La tasse de café tomba sur le sol en marbre italien, se brisant en 1000 morceaux. Le liquide sombre s'étala comme une tache de honte aux pieds de l'homme sale qui venait d'entrer dans le hall principal de l'entreprise. Les agents de sécurité coururent vers lui tandis que les employés reculaient, se bouchant le nez. Le mendiant vacillait, ses vêtements déchirés dégageant une odeur pénétrante de jour sans bain. Personne n'aurait imaginé que cet homme misérable était le propriétaire de tout cela. 3 semaines plus tôt, le PDG de la société la plus respectée de la Silicon Valley était assis dans son bureau au 42e étage, observant la ville à travers les fenêtres panoramiques. Son entreprise technologique valait des milliards, employait des milliers de personnes et avait le pouvoir de changer des marchés entiers par une seule annonce. Il avait construit cet empire à partir de rien, commençant dans un garage loué il y a 15 ans. Maintenant, à 42 ans, il possédait tout ce dont il avait toujours rêvé, le succès, la reconnaissance et une équipe qu'il croyait partager ses valeurs. Mais quelque chose le dérangeait profondément. Ces derniers mois, un sentiment de déconnexion grandissait en lui comme une ombre persistante. Il percevait des regards différents lorsqu'il entrait dans les salles, des conversations qui s'interrompaient brusquement, des sourires qui semblaient trop forcés. Les gens autour de lui étaient-ils sincères? Le respectaient-ils pour ce qu'il était ou seulement pour le pouvoir qu'il exerçait? Le doute rongeait sa confiance comme de l'acide sur le métal. Sa responsable des ressources humaines était considérée comme la star de l'entreprise. Elle était arrivée 5 ans plus tôt, apportant des diplômes impressionnants d'universités prestigieuses et une expérience dans des cabinets de conseil de premier plan. Elle gravit rapidement les échelons, devenant responsable de toute la culture organisationnelle. Elle était éloquente, articulée et possédait un talent particulier pour dire exactement ce que les gens voulaient entendre. Lors des réunions, elle mettait toujours en avant des valeurs comme l'empathie, la diversité et la responsabilité sociale. Ses discours sur l'éthique d'entreprise étaient si inspirants qu'il recevait souvent des applaudissements debout. Le PDG l'admirait. Il lui faisait confiance pour prendre des décisions cruciales sur les recrutements, les promotions et les politiques internes. Elle était la voix de l'entreprise lors de conférences sur le leadership humanisé. Elle apparaissait dans des podcasts parlant de compassion dans le monde professionnel. Sa présence sur les réseaux sociaux était impeccable, partageant toujours des citations motivantes sur la gentillesse et le respect. Pour le monde extérieur, elle incarnait tout ce que l'entreprise défendait. Mais une conversation anodine changea tout. Lors d'un dîner de bienfaisance, le PDG rencontra un ancien employé qui avait quitté l'entreprise quelques mois auparavant. L'homme, après quelques verres de vin, mentionna quelque chose de perturbant. Il raconta une situation où il avait été témoin de la responsable traitant une équipe de nettoyage avec un mépris absolu, criant sur une femme âgée pour avoir accidentellement heurté son sac de marque. Il expliqua qu'elle avait exigé le licenciement immédiat de la femme, la traitant d'incompétente et d'inutile. L'incident fut rapidement étouffé, mais laissa une impression terrible à ceux qui en avaient été témoins. Le PDG fut choqué. Était-ce vrai? Ou simplement le ressentiment de quelqu'un parti mécontent? Le doute s'implanta comme une graine empoisonnée dans son esprit. Il commença à observer davantage, remarquant des interactions auparavant ignorées. Il nota comment elle traitait les assistants avec une impatience déguisée en efficacité. Il vit la façon dont elle ignorait complètement les employés de niveaux hiérarchiques inférieurs dans les couloirs, comme s'ils étaient invisibles. De petits signes qui, isolés, pouvaient sembler insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un schéma inquiétant. Il devait connaître la vérité. Pas par curiosité morbide, mais parce que cette femme avait un pouvoir réel sur des centaines de vies. Si elle était vraiment une fraude, traitant les gens ordinaires avec cruauté tout en prêchant l'empathie publiquement, alors il avait mis le renard à garder le poulailler. Mais comment découvrir qui quelqu'un est réellement quand tout le monde sait qui vous êtes? Comment voir au-delà des masques professionnels soigneusement construits? L'idée lui vint lors d'une promenade matinale. Il observa un sans-abri quémandant à un coin de rue, complètement ignoré par la foule pressée. Les gens détournaient le regard, accéléraient le pas, faisaient semblant de ne pas voir. À ce moment-là, il comprit quelque chose de fondamental. Quand vous n'avez rien, les gens révèlent qui ils sont vraiment. Sans pouvoir, sans statut, sans utilité apparente, vous devenez un test involontaire du caractère d'autrui. Et s'il devenait invisible? Et s'il retirait toutes les couches d'autorité, de richesse et d'influence qui l'entouraient? Ce serait une expérience radicale, peut-être même dangereuse, mais qui fournirait des réponses impossibles à obtenir autrement. Il ne voulait pas de pièges élaborés, ni d'enquêtes secrètes. Il voulait seulement se mettre dans une position de vulnérabilité totale et observer comment les gens réagissaient lorsqu'il n'y avait rien à gagner à bien le traiter. Le plan prit forme dans les semaines suivantes. Il contacta discrètement un ami travaillant dans le théâtre, expliquant qu'il avait besoin d'une transformation complète pour un projet personnel. L'ami posa des questions, mais respecta la confidentialité. Ils rassemblèrent des vêtements usés dans des friperies,
pratiquèrent des postures voûtées, étudièrent les manières des personnes vivant dans la rue. Il laissa sa barbe pousser pendant des semaines, arrêta de se couper les cheveux. Il utilisa un maquillage spécial pour créer l'apparence d'une peau malmenée par le temps et les intempéries. Seules 2 personnes dans l'entreprise connaissaient le plan. Son assistant exécutif depuis 15 ans, qui était comme un frère, et le chef de la sécurité, un ex-militaire discret qui garantirait que les choses ne dérapent pas. Les 2 essayèrent de le dissuader. Ils argumentèrent que c'était inutile, potentiellement humiliant et risqué. Mais il était déterminé. Il devait savoir s'il avait construit une entreprise basée sur de vraies valeurs ou seulement sur des slogans creux destinés au public. Le matin choisi, il se réveilla avant l'aube. Il enfila les vêtements puants préparés, appliqua le maquillage qui le rendait méconnaissable, se salit les mains avec de la terre. Il se regarda dans le miroir et vit un étranger. Il n'y avait aucune trace du PDG milliardaire. Juste un homme brisé que la société avait laissé pour compte. La transformation était si complète qu'il se sentit lui-même diminué, comme si les vêtements portaient le poids réel de l'invisibilité sociale. À 8h15, l'heure de pointe, il entra dans l'immeuble de l'entreprise. Il passa par la porte tournante avec des cadres pressés qui ne lui accordèrent pas une seconde d'attention. Le hall était rempli, des gens tenant des cafés de marque, consultant leur téléphone, discutant de réunions. Il resta immobile près de la réception, observant simplement. En quelques secondes, les réceptionnistes commencèrent à échanger des regards inconfortables. Un agent de sécurité s'approcha. Puis il la vit. Sa responsable des ressources humaines traversait le hall d'un pas assuré, vêtue d'un ensemble élégant qui coûtait probablement plus que ce que beaucoup gagnaient en un mois. Elle riait de quelque chose qu'une collègue avait dit, son expression rayonnante et insouciante. Il fit un pas vers elle, trébuchant volontairement, laissant son épaule la frôler légèrement. Ce qui se passa ensuite glaça son sang. Elle s'éloigna comme si elle avait touché quelque chose de contaminé, son visage se tordant de répulsion absolue. Puis vint le cri, assez fort pour que la moitié du hall se tourne. Elle le pointa du doigt comme s'il était une menace biologique, exigeant que les agents de sécurité le retirent immédiatement. Ces mots étaient tranchants, cruels, chargés d'un mépris qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse exprimer. Elle le traita de dégoûtant, de parasite, disant que des gens comme lui ne devraient pas être autorisés à entrer dans des lieux décents. Tout le hall s'arrêta. Les employés observaient la scène avec des expressions variées, certains acquiesçant silencieusement, d'autres semblant mal à l'aise. Il resta là, courbé, vulnérable, absorbant chaque parole venimeuse. C'était la femme qu'il avait engagée personnellement, promue, mise en exemple de leadership compatissant. Et maintenant, il voyait son véritable caractère exposé comme une plaie ouverte. Mais quelque chose d'autre se passait, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce retournement impressionnant qui va secouer toute l'entreprise. Alors que les agents de sécurité l'encerclaient, elle poursuivait sa performance indignée, gesticulant dramatiquement comme si elle avait été victime d'une attaque. Sa voix résonnait dans le hall de marbre, chaque mot soigneusement choisi pour maximiser son humiliation. Elle exigea de savoir comment quelqu'un dans cet état avait pu passer l'entrée, remettant en question la compétence de toute l'équipe de sécurité. D'autres cadres commencèrent à se rassembler, observant le spectacle avec un mélange de curiosité et de répulsion. Un des agents de sécurité, qui ne faisait pas partie du plan, saisit le bras du PDG déguisé avec une force inutile. La douleur était réelle, tout comme l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine. Il garda la tête basse, murmurant des excuses inaudibles, jouant parfaitement le rôle de quelqu'un habitué à être traité comme un déchet. La responsable croisa les bras, satisfaite de l'efficacité de son indignation, et se tourna vers une collègue, disant assez fort pour que tous entendent que ce type de situation ne devrait jamais se produire dans une entreprise de classe mondiale. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune stagiaire, près de la réception, fit un pas en avant. Elle ne devait pas avoir plus de 23 ans, portant un ensemble simple qui contrastait avec les vêtements coûteux autour d'elle. Sa voix trembla lorsqu'elle parla, mais il y avait de la détermination dans ses mots. Elle demanda si quelqu'un avait demandé à l'homme s'il avait besoin d'aide, s'il était blessé, s'il avait mangé quelque chose ce jour-là. Le silence qui suivit fut gênant. La responsable se tourna vers la stagiaire avec une expression glaciale. Sa réponse fut calculée, enveloppée d'une fine couche de professionnalisme qui masquait à peine le venin en dessous. Elle expliqua, comme si elle parlait à un enfant particulièrement lent, qu'il y avait des protocoles de sécurité à suivre, que l'entreprise avait des responsabilités légales, que la compassion mal orientée pouvait créer des précédents dangereux. Chaque mot semblait raisonnable en surface, mais portait un message clair. Reste à ta place et ne remets pas en question l'autorité. La stagiaire rougit, mais ne recula pas complètement. Elle murmura quelque chose à propos des valeurs de l'entreprise et de la responsabilité sociale corporative,
citant littéralement les discours que la responsable elle-même avait donnés lors des réunions d'intégration. L'ironie était si épaisse que le PDG déguisé faillit oublier son rôle et rire. La responsable, percevant l'insubordination voilée, fit une annotation mentale visible, son regard promettant des conséquences futures. Puis elle se tourna avec un mouvement dramatique de cheveux et se dirigea vers les ascenseurs, laissant clairement entendre que l'incident était clos. Les agents de sécurité escortèrent le PDG hors du bâtiment avec une fermeté frôlant la brutalité. Sur le trottoir, ils le relâchèrent avec un dernier coup, avertissant que s'ils le voyaient à nouveau, ils appelleraient la police. Il trébucha, tombant à genoux sur le béton froid. Les gens passaient en hâte, personne ne s'arrêta. Il resta là un moment, absorbant l'expérience complète de l'invisibilité sociale. Lorsqu'il se releva enfin et tourna au coin de la rue, le chef de la sécurité faisant partie du plan l'attendait dans une voiture discrète. À l'intérieur du véhicule, il retira le manteau sale de ses mains tremblantes. Son expression était un mélange de colère, de tristesse et de quelque chose de plus profond, une désillusion qui coupait jusqu'à l'os. Le chef de la sécurité resta silencieux, sachant qu'aucun mot ne convenait à ce moment. Ils avaient tout capturé sur des caméras cachées, chaque seconde de cette interaction brutale était documentée en haute définition. Mais voir les preuves ne rendait pas la réalité moins douloureuse. De retour au bureau, de nouveau déguisé en lui-même, le PDG demanda le dossier personnel complet de la responsable. Il passa des heures à lire chaque évaluation, chaque retour, chaque projet qu'elle avait dirigé. En surface, tout semblait impeccable. Ses indicateurs de performance étaient excellents. Les employés donnaient des évaluations positives. Mais lorsqu'il examina de plus près, des schémas commencèrent à émerger. Les évaluations les plus enthousiastes venaient de supérieurs et de pairs, jamais de subordonnés directs. Il y avait un turnover anormalement élevé dans son équipe, toujours justifié par des raisons apparemment légitimes, mais le volume était suspect. Il convoqua discrètement des conversations individuelles avec des personnes ayant travaillé directement sous sa supervision. Il utilisa son autorité de PDG pour garantir confidentialité et honnêteté. Les histoires qu'il entendit peignaient un portrait dévastateur. Une assistante administrative raconta avoir été réprimandée violemment pour avoir utilisé un ton de voix jugé inapproprié par la responsable, réduite en larmes devant ses collègues. Un analyste junior décrivit des réunions où elle ridiculisait publiquement des idées, utilisant un sarcasme cruel déguisé en feedback constructif. Il y avait plus. Un employé rapporta qu'elle maintenait un système informel de favoris et d'exclus, distribuant les opportunités selon ceux qui la flattaient le plus convaincant. Un autre mentionna qu'elle prenait souvent le crédit pour le travail des autres lors de présentations devant la direction, réécrivant les récits pour se présenter comme l'unique responsable des succès collectifs. Tous parlaient à voix basse, regardant par-dessus leurs épaules, craignant des représailles même après les garanties de protection. Le PDG découvrit quelque chose de particulièrement perturbant en enquêtant sur un cas de licenciement survenu 6 mois auparavant. Un manager de niveau moyen avait été officiellement licencié pour faible performance, mais la véritable histoire était complètement différente. L'homme avait remis en question une décision de la responsable des ressources humaines concernant des pratiques d'embauche semblant violer les politiques de diversité de l'entreprise. Il avait soulevé des préoccupations légitimes dans un email poli et bien fondé. 2 semaines plus tard, il commença à recevoir des évaluations négatives soudaines. 1 mois plus tard, il était sans emploi. Les documents montraient que la responsable avait systématiquement construit un dossier contre lui, collectant des retours sélectifs, amplifiant de petites erreurs en échecs catastrophiques, interprétant chaque action sous l'angle le plus négatif possible. C'était une masterclass en manipulation corporative, techniquement défendable, mais fondamentalement injuste. L'homme avait signé un accord de confidentialité solide dans le cadre de son départ, le réduisant effectivement au silence. Combien d'autres avaient subi un sort similaire? Le PDG sentit la nausée monter dans son estomac. Il avait construit cette entreprise sur des principes qu'il croyait solides. Il avait passé des années à cultiver une culture de respect, d'innovation et d'intégrité. Et d'une manière ou d'une autre, sans s'en rendre compte, il avait permis à un cancer de croître au cœur de son organisation. Pire encore, il avait élevé ce cancer à une position de pouvoir immense, lui donnant l'autorité de façonner l'expérience de centaines d'employés. Mais il y avait des complexités qui le dérangeaient. La responsable n'était pas un monstre caricatural. Elle avait de réelles compétences, livrait des résultats mesurables, et nombre de ses initiatives avaient réellement amélioré certains aspects de l'entreprise. Ses présentations sur l'inclusion avaient inspiré des changements politiques importants. Ses programmes de développement du leadership recevaient des éloges constants. Comment quelqu'un pouvait-il être à la fois si efficace professionnellement et si cruel personnellement? Il passa des nuits blanches à y réfléchir. Peut-être croyait-elle vraiment en ses discours sur l'empathie,
mais seulement lorsqu'appliquée à des personnes qu'elle considérait dignes, celles de son cercle social et professionnel. Peut-être que son mépris pour les gens qu'elle considérait comme inférieurs était si profond qu'elle ne voyait même pas la contradiction. Ou peut-être que tout était calculé, une performance cynique destinée à faire avancer sa carrière, tandis que son véritable caractère restait caché sauf pour ceux sans pouvoir pour l'exposer. Le PDG reconnut également sa propre faute. Il avait été trompé, oui, mais il avait aussi choisi de voir ce qu'il voulait voir. Il avait ignoré des signaux parce que c'était pratique, parce qu'elle rendait sa vie plus facile en gérant des questions de ressources humaines qu'il trouvait ennuyeuses. Il avait confondu éloquence et substance, résultats quantifiables et intégrité qualitative. Il avait construit des structures où des personnes comme elle pouvaient prospérer, tandis que leurs victimes n'avaient aucun recours réel. Lors d'une réunion hebdomadaire de leadership, il observa la responsable avec de nouveaux yeux. Elle présenta une initiative sur le bien-être mental au travail, parlant avec passion de l'importance de créer des espaces sûrs où les employés pouvaient être eux-mêmes sans crainte de jugement. Les mots étaient beaux, la présentation soignée, les diapositives visuellement impressionnantes. Tous dans la salle acquiescèrent. Il eut envie de crier l'hypocrisie, mais savait que le timing était crucial. Après la réunion, elle le chercha pour discuter de la stagiaire qui avait questionné sa réponse aux sans-abri. Elle suggéra, avec une préoccupation qui semblait sincère, que la jeune fille n'était peut-être pas adaptée à la culture de l'entreprise, que son jugement semblait compromis, et qu'il serait prudent de la renvoyer avant d'investir davantage de ressources dans son développement. Elle enveloppa tout cela dans un langage de protection et de soin, mais le message était clair, éliminer ceux qui osent me défier. Le PDG sentit la colère bouillir dans ses veines, mais garda son expression neutre. Il remercia pour l'inquiétude et dit qu'il réfléchirait attentivement. Elle sourit, satisfaite, croyant avoir consolidé encore plus son contrôle. Elle n'avait aucune idée de la tempête qui se formait, des preuves qui s'accumulaient, du jour de règlement de compte qui approchait inévitablement. Il avait vu son vrai visage et devait maintenant décider quoi faire de cette connaissance dévastatrice. Le PDG savait qu'il ne pouvait pas simplement licencier la responsable et passer à autre chose. Cela aurait été trop facile, trop rapide, et cela n'aurait pas corrigé les dommages systémiques qu'elle avait causés. Plus important encore, cela n'enseignerait rien à personne. Il avait besoin d'une approche qui exposerait la vérité de manière indéniable, qui créerait un moment d'apprentissage pour toute l'organisation et qui garantirait qu'une telle situation ne se reproduirait jamais. Mais comment faire cela sans détruire l'entreprise dans le processus? Pendant 2 semaines, il travailla secrètement avec son assistant exécutif et le chef de la sécurité. Ils passèrent en revue des heures d'images des caméras de surveillance des derniers mois, à la recherche de schémas de comportement. Ils trouvèrent des scènes révélatrices, la responsable ignorant complètement les employés de maintenance qui la saluaient, son expression passant instantanément de chaleureuse à froide selon le statut de la personne à qui elle parlait, des moments où elle tournait littéralement le dos aux personnes qu'elle considérait comme insignifiantes. Il y avait une scène particulièrement choquante remontant à 3 mois. Un livreur avait commis l'erreur de demander à utiliser les toilettes après avoir livré son déjeuner. La caméra captura sa réaction. Elle recula comme s'il avait proposé quelque chose d'obscène, appela la sécurité et déposa une plainte officielle auprès du service de livraison, alléguant un comportement inapproprié. L'homme, un immigré travaillant 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, faillit perdre son travail pour avoir osé satisfaire un besoin biologique de base. Le PDG commença également à parler discrètement avec des membres du conseil d'administration. Il ne révéla pas tout immédiatement, mais sema des graines d'inquiétude, mentionnant qu'il avait découvert des problèmes culturels possibles qui devaient être abordés. Certains conseillers se montrèrent sceptiques, se basant sur les métriques de satisfaction des employés qui semblaient bonnes. Il expliqua patiemment que les métriques pouvaient être manipulées, que les enquêtes anonymes ne capturent pas toujours la vérité lorsque les gens craignent des représailles. Une conseillère plus expérimentée, une femme qui avait créé et vendu 3 entreprises au cours de sa carrière, le prit à part après une réunion. Elle dit qu'elle avait toujours eu des réserves sur la responsable, quelque chose d'intangible qu'elle ne pouvait articuler, une impression qu'il y avait trop de performance et trop peu de substance. Mais lorsqu'elle avait soulevé des préoccupations subtiles par le passé, elles avaient été rejetées comme dépassées ou ne comprenant pas les méthodes modernes de gestion des personnes. Cela confirma ce que le PDG soupçonnait. Il n'était pas le seul à avoir remarqué des signes, mais la culture d'entreprise rendait difficile de remettre en question quelqu'un d'aussi articulé et confiant. Il décida qu'il avait besoin d'une preuve supplémentaire, quelque chose d'irréfutable qui ne pourrait être réinterprété ou justifié. Il planifia un second test, mais cette fois impliquant plus de personnes et plus élaboré. Il recruta discrètement 3 acteurs professionnels, payant généreusement pour leur discrétion. Chacun se ferait passer pour quelqu'un de bas statut social. Un mendiant, une femme de ménage et un ouvrier du bâtiment en pause déjeuner. Le plan était simple mais ingénieux. Lors d'une conférence de leadership organisée par l'entreprise,
ces 3 individus se trouveraient aux alentours de l'hôtel de luxe où se déroulait l'événement. Des caméras cachées captureraient comment les cadres de l'entreprise, y compris la responsable, réagissaient à de simples demandes d'aide ou d'information. Rien d'illégal, rien de dangereux, juste des interactions humaines de base révélant le vrai caractère. Le PDG découvrit également quelque chose qui changea sa compréhension de la situation. En enquêtant plus profondément sur le passé de la responsable, il trouva un procès datant de 8 ans. Elle avait été poursuivie par une ancienne employée de maison dans son emploi précédent, pour traitement abusif et retenue illégale de salaire. L'affaire fut réglée à l'amiable avec un accord de confidentialité et une somme non divulguée. Elle avait littéralement acheté le silence de quelqu'un qu'elle avait maltraité, puis présenté un CV impeccable pour sa prochaine opportunité. Cela souleva des questions troublantes sur le processus de recrutement de l'entreprise. Comment cela n'avait-il pas été découvert lors des vérifications de référence? La réponse, lorsqu'il la trouva, fut embarrassante. La personne responsable à l'époque avait fait le minimum, se fiant trop à des références facilement manipulables. Il y avait des failles systémiques à plusieurs niveaux qui avaient permis à une telle personne d'accéder au pouvoir. Le PDG commença à tout documenter méticuleusement. Il créa un rapport complet qui cartographiait non seulement les actions de la responsable, mais aussi comment les structures de l'entreprise avaient échoué à les détecter ou à les prévenir. Il reconnut ses propres manquements en tant que leader, les moments où il avait choisi la commodité plutôt que la vigilance, où il avait confondu charisme et compétence. Il ne s'agissait pas seulement de tenir une personne responsable, mais de transformer toute la culture organisationnelle. Il protégea également en silence les employés ayant souffert sous sa gestion. La stagiaire qui avait parlé dans le hall fut transférée dans un autre département, rendant compte directement à un directeur fiable, sous prétexte d'un programme spécial de développement. D'autres ayant partagé leurs histoires reçurent des garanties documentées de non-représailles, signées par le PDG lui-même et le département juridique. Pendant cette période de préparation, maintenir la normalité fut torturant. Il assistait à des réunions où la responsable présentait avec confiance, écoutait ses discours sur les valeurs, voyait d'autres cadres l'admirer. Chaque interaction était une prestation soignée de sa part, conservant la cordialité professionnelle tout en planifiant sa chute. Il y eut des moments où il faillit tout révéler prématurément, surtout lorsqu'il la voyait manipuler des situations ou nuire à des personnes en temps réel. Un incident particulier faillit briser sa contenance. La responsable dirigeait une séance de brainstorming sur l'amélioration de la diversité dans l'entreprise. Elle parla avec éloquence des barrières systémiques, de l'importance de donner la parole aux marginalisés, de créer des opportunités pour des communautés sous-représentées. Le même jour, il découvrit qu'elle avait discrètement rejeté 3 candidats qualifiés issus de minorités pour des postes dans son département, les remplaçant par des candidats moins qualifiés mais issus de milieux privilégiés similaires aux siens. L'hypocrisie était si flagrante qu'il dut quitter la salle pour retrouver son calme. Son assistant exécutif le trouva dans le couloir, respirant profondément, poings serrés. L'assistant posa une main sur son épaule et lui rappela le plan, l'importance de le faire correctement, de ne pas laisser la colère corrompre le processus de justice qu'il construisait. Le PDG acquiesça, reconnaissant pour cette encre de rationalité. Il commença également à réparer les torts là où il le pouvait. Il contacta le manager injustement licencié 6 mois auparavant, offrant non seulement une rétractation complète, mais également son poste avec promotion et compensation rétroactive. L'homme, initialement méfiant, accepta progressivement en percevant la sincérité. Le PDG expliqua qu'il avait découvert la vérité et travaillait à corriger les erreurs systémiques. Il présenta ses excuses personnellement pour ne pas l'avoir protégé. D'autres réparations eurent lieu également. La femme de l'équipe de nettoyage qui avait failli être licenciée après l'incident du sac reçut un bonus significatif et une lettre de remerciement personnel du PDG pour ses années de service dévoué. Le livreur faussement accusé reçut un contrat permanent pour fournir le catering aux événements de l'entreprise, un revenu stable transformant sa petite entreprise. Chaque action était minime, mais représentait la reconnaissance de l'humanité et de la valeur. Le PDG mit également en place des changements de politique subtils, imperceptibles pour la responsable, mais limitant son pouvoir futur. Il créa de nouveaux canaux de feedback anonymes avec protection robuste. Il établit un comité d'éthique indépendant avec autorité réelle. Il modifia les processus d'évaluation pour inclure les retours obligatoires des subordonnés, pas seulement des supérieurs. C'étaient des garde-fous contre les futurs abus de pouvoir. À l'approche du jour de la conférence de leadership, il ressentit un mélange d'anticipation et d'appréhension. Une partie de lui voulait simplement en finir immédiatement, tout révéler et passer à autre chose. Mais il savait que les moments de révélation n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont incontestables, lorsque la vérité est si claire que le déni devient impossible. Il devait que tous voient ce qu'il avait vu, ressentent ce qu'il avait ressenti dans ce hall en tant que mendiant humilié.
La veille de la conférence, il se réunit une dernière fois avec son petit cercle de confiance. Ils passèrent en revue chaque détail du plan, chaque contingence, chaque complication possible. Le chef de la sécurité s'assura que toutes les caméras fonctionnaient parfaitement. L'assistant exécutif avait des documents de sauvegarde de tout. La conseillère devenue alliée était prête à le soutenir si d'autres membres du conseil résistaient aux actions nécessaires. Il regarda par la fenêtre de son bureau la ville illuminée en dessous, pensant à toutes les personnes dont la vie avait été négativement affectée par la responsable, et à combien d'autres pourraient souffrir à l'avenir s'il n'agissait pas. Il pensa également à l'entreprise qu'il avait construite, aux legs qu'il voulait laisser, au type de leader qu'il aspirait à être. Il ne s'agissait pas de vengeance, bien qu'il y ait une satisfaction dans la justice. Il s'agissait d'intégrité, d'aligner la réalité avec les valeurs déclarées, de prouver que le pouvoir s'accompagne d'une responsabilité réelle. La conférence de leadership commença avec la pompe et la circonstance typique des événements corporatifs de haut niveau. L'hôtel était l'un des plus luxueux de la ville, avec des lustres en cristal, des tapis persans et des serveurs circulants avec des plateaux de champagne. Les cadres de toute l'entreprise se réunissaient dans la salle principale, vêtus de leurs plus beaux habits, échangeant cartes de visite et conversations superficielles. La responsable était dans son élément, se déplaçant avec grâce calculée parmi la foule, riant aux moments appropriés, touchant les bras de manière stratégique, construisant des alliances invisibles. Le PDG observait de loin, le ventre noué par l'anticipation. Dehors, les trois acteurs étaient déjà positionnés à des endroits stratégiques. Des caméras cachées étaient actives, capturant chaque angle. À l'intérieur de la salle, il avait installé un système de présentation spécial, soi-disant pour partager les succès de l'entreprise, mais qui servirait à un tout autre but. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre le moment opportun. Pendant la pause du petit déjeuner, la première situation se produisit. L'actrice déguisée en femme de ménage aborda la responsable dans les couloirs de l'hôtel, demandant poliment si elle pouvait indiquer où se trouvait la sortie de service, car elle s'était perdue. La responsable ne leva même pas les yeux de son téléphone. Elle fit un geste vague de la main, marmonnant quelque chose sur le fait que ce n'était pas sa responsabilité, et continua de marcher. La femme essaya de nouveau, expliquant qu'elle avait peur de perdre son emploi si elle arrivait en retard à son prochain rendez-vous. Cette fois, la responsable s'arrêta, se retourna, et avec un regard de pur mépris, dit qu'elle aurait peut-être dû y penser avant d'accepter un travail manifestement au-dessus de ses capacités. 30 minutes plus tard, lors d'une autre pause, l'acteur déguisé en ouvrier du bâtiment s'approcha d'elle dans la zone extérieure de l'hôtel. Il tenait un sandwich bon marché, ses vêtements tachés de peinture, et s'excusa de la déranger, mais voulait savoir s'il y avait une fontaine à proximité pour remplir sa bouteille. La responsable le regarda comme s'il était invisible, tournant littéralement son corps pour converser avec un autre cadre, continuant sa conversation comme si rien ne s'était passé. L'homme resta un moment dans un silence gênant, puis s'éloigna discrètement. La troisième interaction fut la plus brutale. L'acteur déguisé en mendiant l'aborda à l'entrée de l'hôtel pendant la pause déjeuner. Il ne demanda pas d'argent, se contentant de demander s'il pouvait indiquer où se trouvait un refuge à proximité, car les nuits devenaient froides. Son approche était respectueuse, sa voix basse. Sa réaction fut viscérale. Elle l'écarta de la main, comme pour chasser un insecte, et déclara assez fort pour que d'autres entendent que des personnes comme lui ne devraient pas être autorisées à s'approcher d'établissements respectables, que c'était une question de santé publique et de décence élémentaire. Les trois interactions furent filmées en haute qualité sous plusieurs angles. Mais le PDG avait encore un atout dans sa manche. Il avait organisé que la session finale de la conférence porte sur l'authenticité dans le leadership et avait invité la responsable à en faire la présentation principale. Elle accepta avec plaisir, voyant là une occasion de briller devant toute la direction de l'entreprise. Elle passa des jours à préparer des diapositives magnifiques sur l'empathie, la vulnérabilité et le leadership au service des autres. Lorsque son tour arriva, elle monta sur scène radieuse. Elle commença par une histoire émouvante sur son parcours personnel, sur l'apprentissage de l'importance de traiter chaque personne avec dignité, indépendamment de sa position. Elle parla de la manière dont les véritables leaders élèvent les autres, et comment le pouvoir implique la responsabilité de protéger les plus vulnérables. L'auditoire était captivé, certains essuyant même des larmes. C'était une performance magistrale de quelqu'un ayant maîtrisé l'art de dire ce que les gens voulaient entendre. Puis, au milieu de sa présentation, le PDG monta sur scène. La confusion sur son visage fut momentanée avant de se transformer en sourire professionnel. Il prit le micro et la remercia pour ses paroles inspirantes. Il annonça qu'il souhaitait ajouter quelque chose à la discussion sur l'authenticité. L'atmosphère dans la salle changea, une tension inexplicable s'installa. Certains cadres se remuèrent mal à l'aise sur leur siège, sentant qu'un moment crucial allait se produire.
Il commença par raconter l'incident du mendiant dans le hall quelques semaines auparavant, décrivant chaque détail de l'humiliation qu'il avait observée. La responsable maintint son sourire, supposant qu'il utilisait l'histoire pour illustrer un point sur les améliorations nécessaires. Puis il appuya sur un bouton et l'écran derrière elle montra la vidéo complète de ce jour-là. La salle tomba dans un silence absolu en la voyant crier, pointer du doigt et mépriser l'homme qu'il croyait être un véritable mendiant. Les visages autour de la salle montraient un choc croissant. Mais il ne s'arrêta pas là. Il révéla que le mendiant était lui-même, montrant une photo comparative de sa transformation. Des exclamations s'élevèrent dans la salle. La responsable pâlit, les yeux écarquillés d'horreur croissante. Il continua, montrant les 3 vidéos des interactions de ce même jour. Chaque clip était plus accablant que le précédent, éliminant toute possibilité de défense. Aucun contexte ne pouvait justifier ces actes, aucune explication n'aurait pu adoucir la cruauté capturée en haute définition. Il ne cria pas, ne l'humilia pas de la même manière qu'elle l'avait fait avec d'autres. Sa voix resta calme, presque douce, ce qui rendait tout cela encore plus puissant. Il expliqua qu'il avait passé des semaines à enquêter, à parler avec des employés, à examiner d'anciens cas. Il présenta des statistiques sur le roulement anormal du personnel dans les départements sous sa gestion. Il montra des preuves de licenciements douteux, de talents perdus, de carrières détruites pour avoir défié son autorité. La responsable tenta de parler, sa voix se brisant. Elle commença à dire qu'il y avait des malentendus, que le contexte manquait, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il montra une autre vidéo. C'était l'enregistrement d'elle, quelques mois auparavant, ridiculisant un employé junior jusqu'aux larmes lors d'une réunion privée. Quelqu'un avait filmé en secret, gardant cela comme assurance contre de futures représailles, et l'avait maintenant partagé avec le PDG. Il n'y avait aucun moyen de nier, aucune réinterprétation possible. C'était simplement cruel. Le PDG fit alors quelque chose d'inattendu. Il s'excusa auprès de l'auditoire. Il s'excusa d'avoir échoué en tant que leader, de ne pas avoir vu ni agi plus tôt, d'avoir créé des systèmes où ce comportement pouvait prospérer sans détection. Il assuma la responsabilité personnelle de chaque personne ayant souffert sous sa supervision, tandis qu'il restait ignorant. Certains cadres présents avaient les larmes aux yeux, touchés par sa vulnérabilité et la reconnaissance des fautes collectives. Il annonça des changements immédiats. La responsable était effectivement licenciée, sa lettre de démission déjà prête, sans accord de confidentialité, sans package de départ généreux. Elle partirait avec seulement ce qui lui était légalement dû. Plus important encore, il mettait en place de nouveaux systèmes de supervision, de nouveaux canaux de retour d'informations, de nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte. Il allouait des ressources significatives pour enquêter sur d'autres domaines où des abus similaires pourraient être cachés. Il invita sur scène la stagiaire qui avait parlé ce jour-là dans le hall. Elle monta nerveusement, sans comprendre ce qui se passait. Il annonça qu'elle recevait une promotion importante et ferait partie d'une nouvelle équipe d'éthique organisationnelle, relevant directement de lui. Il dit que le courage de dire la vérité au pouvoir serait récompensé, non puni. La salle éclata en applaudissements, un contraste frappant avec le silence pesant de quelques instants plus tôt. La responsable resta sur scène, paralysée, sa carrière et sa réputation s'effondrant en temps réel devant des centaines de témoins. Il n'y avait pas de dignité dans sa chute, mais il n'y avait pas non plus de cruauté gratuite. C'était simplement la conséquence, la justice sans vengeance. Elle descendit finalement de la scène, ses pas hésitants, et quitta la salle tandis que tous la regardaient. Personne ne la suivit, personne ne lui offrit de consolation. L'invisibilité qu'elle avait imposée aux autres était désormais sa propre réalité. Le PDG conclut en disant que ce moment définirait qui ils étaient en tant qu'entreprise. Ils pouvaient choisir de continuer avec des performances et de l'hypocrisie, ou choisir l'authenticité douloureuse et le changement réel. Il reconnut que réparer la culture prendrait du temps, qu'il y aurait des faux pas, mais que l'engagement commençait maintenant, à cet instant, avec tous dans la salle. Il demanda à chacun d'examiner son propre comportement, ses propres fautes, ses propres complicités dans des systèmes qui nuisaient aux personnes vulnérables. Lorsque la conférence se termina, les cadres se dirigèrent vers lui en vague. Certains pleuraient, partageant leurs propres histoires d'injustice observée et de silence gardé. D'autres offraient soutien et idées pour des réformes. Il y eut aussi de la résistance, certains argumentant qu'il avait été trop dur, que l'humiliation publique était inutile. Il écouta tout, mais resta ferme. Un vrai changement exige des moments de profond inconfort, exige que les vérités désagréables soient confrontées. Dans les jours qui ont suivi la conférence, l'histoire s'est répandue dans l'entreprise comme un incendie. Les employés qui n'étaient pas présents ont entendu des versions de seconde et troisième main, chaque récit portant un poids émotionnel différent. Certains se sont sentis validés, leurs expériences négatives enfin reconnues et prises au sérieux.
D'autres ont ressenti de la peur, se demandant s'ils seraient les prochains à être exposés. Et certains ont éprouvé de l'espoir, croyant que la culture de l'entreprise pourrait réellement changer. L'ancienne directrice a complètement disparu de la vie publique. Ses réseaux sociaux ont été supprimés du jour au lendemain. Ses profils professionnels sur les plateformes de carrière ont disparu. Elle n'a donné aucune interview, n'a offert aucune explication publique, s'est simplement évaporée comme de la fumée. Des rumeurs ont circulé sur sa destination, ce qu'elle faisait, si elle travaillerait à nouveau en management un jour. Mais le PDG a ordonné à tous de ne pas la traquer, de ne pas répandre de haine, simplement de la laisser gérer les conséquences de ses propres choix en privé. Le vrai travail a commencé dans les semaines suivantes. Le PDG a formé des groupes de travail avec des employés de tout niveau pour redessiner les politiques et les structures. Il ne s'agissait pas seulement d'exercices symboliques avec des conclusions prédéterminées, mais de conversations authentiques où les gens partageaient des expériences douloureuses et proposaient des solutions créatives. Les assistants administratifs s'asseyaient aux côtés des vice-présidents, les équipes de nettoyage contribuaient autant que les cadres supérieurs. La hiérarchie a été temporairement suspendue au profit d'une humanité partagée. L'un des changements les plus significatifs a été la création d'un conseil d'employés élu démocratiquement, avec un pouvoir réel pour enquêter sur les plaintes et recommander des actions disciplinaires, y compris à l'encontre des cadres supérieurs. Le PDG a cédé une partie de son propre pouvoir, reconnaissant que la concentration absolue d'autorité créait des conditions propices aux abus. Certains investisseurs ont remis en question cette décision, craignant qu'elle ne rende l'entreprise moins agile. Il a répondu qu'il préférait une entreprise légèrement plus lente, mais fondamentalement plus juste. Il a également mis en place une politique radicale de transparence salariale. Tous les salaires et bonus seraient visibles en interne, éliminant les disparités cachées et les négociations secrètes qui favorisaient souvent ceux bénéficiant de plus de privilèges sociaux. La résistance a été intense, surtout de la part des cadres qui profitaient du statu quo. Mais il a persisté, argumentant que si les rémunérations ne pouvaient pas être justifiées publiquement, elles étaient probablement injustes. En 6 mois, les disparités inexpliquées ont été corrigées et le recrutement de talents divers s'est amélioré de manière spectaculaire. Le PDG a pris soin de passer du temps régulièrement avec des employés de tout niveau. Pas d'événements corporatifs scénarisés avec des interactions chorégraphiées, mais de vraies conversations dans des cafés, des promenades dans les couloirs, des déjeuners improvisés. Il a entendu des histoires qu'il n'aurait jamais connues dans son bureau isolé au 42e étage. Il a appris des défis qui n'apparaissaient pas dans les rapports, des succès jamais célébrés, des peurs jamais exprimées lors des réunions formelles. Une histoire en particulier l'a profondément marqué. Une femme de l'équipe de nettoyage de nuit, qui travaillait lorsque les cadres étaient déjà partis, a raconté comment elle trouvait fréquemment des restes de nourriture dans les bureaux, des banquets entiers de réunions coûteuses jetés à la poubelle. Elle nourrissait sa famille avec ces restes, ressentant à la fois honte et gratitude. La déconnexion entre le gaspillage corporatif occasionnel et la lutte personnelle réelle était une métaphore puissante de problèmes plus profonds. Il a mis en place des programmes pour donner les excédents alimentaires et a augmenté les salaires des employés de soutien. La stagiaire qui avait parlé ce jour-là dans le hall est devenue une leader improbable au sein de l'entreprise. Son courage a inspiré d'autres à utiliser leur voix, créant une vague de feedback honnête qui a été initialement difficile à traiter mais finalement transformante. Elle dirigeait des ateliers sur la communication respectueuse mais directe, sur la manière de désapprouver sans manquer de respect, sur la manière de défier l'autorité tout en restant professionnelle. Sa jeunesse, auparavant perçue comme une inexpérience, est devenue une force, apportant des perspectives nouvelles non corrompues par le cynisme corporatif. Le PDG a également cherché à réparer les dommages au-delà de l'entreprise. Il a créé un fonds pour soutenir les organisations aidant les populations sans abri, en particulier les programmes qui traitaient les personnes avec dignité plutôt qu'avec une charité condescendante. Il a visité des refuges personnellement, non pour des photos publicitaires, mais pour comprendre les réalités vécues. Il a parlé avec des personnes dans la rue, apprenant leurs histoires, reconnaissant que chacun avait un parcours complexe qui l'avait conduit à sa situation actuelle. Son expérience en tant que sans-abri, bien que temporaire et contrôlée, lui avait ouvert les yeux sur une invisibilité sociale qui imprègne la société. Il y a eu de la résistance et des critiques. Certains analystes de marché ont affirmé qu'il gaspillait des ressources dans des initiatives sociales, alors qu'il devrait se concentrer sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires. Des articles ont été écrits, remettant en question s'il n'était pas devenu trop « mou », s'il laissait les émotions compromettre son jugement commercial. Certains concurrents ont même commencé des campagnes subtiles suggérant que son entreprise perdait son avantage, devenant plus un club social qu'une véritable entreprise. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. En un an, le turnover des employés a chuté de manière spectaculaire, économisant des millions en coûts de recrutement et de formation.
La productivité a augmenté à mesure que les gens se sentaient véritablement valorisés et investis dans le succès de l'entreprise. L'innovation a accéléré car les employés de tout niveau se sentaient habilités à proposer des idées sans craindre le ridicule. L'entreprise a commencé à attirer des talents de très haute qualité qui privilégiaient la culture plus que la seule rémunération. Plus important encore, la réputation de l'entreprise s'est transformée. Elle est devenue connue non seulement pour ses produits innovants, mais aussi pour ses pratiques éthiques authentiques. Les consommateurs de plus en plus conscients choisissaient ces produits spécifiquement parce qu'ils faisaient confiance aux valeurs de l'entreprise. Les partenaires commerciaux voulaient collaborer car ils respectaient la manière dont elle traitait les gens. L'entreprise est devenue un cas d'étude dans les écoles de commerce, non comme exemple d'efficacité implacable, mais comme modèle de capitalisme conscient. Le PDG réfléchissait souvent à ce jour dans le hall, à la sensation d'être complètement invisible, de voir son humanité niée avec tant de désinvolture. L'expérience avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il ne pouvait plus voir les employés comme des ressources ou des engrenages dans une machine. Il voyait des personnes complètes avec des vies complexes, des espoirs, des peurs, des familles dépendantes d'eux, des rêves au-delà du travail. Ce changement de perspective influençait chaque décision qu'il prenait, chaque politique qu'il approuvait, chaque interaction qu'il avait. Il a également reconnu qu'il lui était facile d'avoir de l'empathie parce qu'il savait que son déguisement était temporaire. Il avait richesse, pouvoir et sécurité en attente une fois qu'il retirerait les vêtements sales. Les personnes vivant réellement dans la rue n'avaient pas cette option, il n'y avait pas de transformation magique pour retourner au confort. Cette prise de conscience a approfondi son engagement envers la justice sociale au-delà de l'entreprise. Il utilisait sa plateforme et ses ressources pour plaider pour des politiques publiques qui traitaient la pauvreté comme un problème systémique, non une faute individuelle. Il y a eu des moments de doute. Des occasions où il se demandait s'il avait fait le bon choix en exposant la directrice si publiquement, s'il existait des moyens moins dramatiques d'obtenir le changement. Il en a discuté avec son assistant exécutif, qui avait été à ses côtés tout au long du parcours. L'assistant lui a rappelé toutes les personnes qui avaient souffert en silence, comment le changement incrémental était souvent simplement le maintien du statu quo sous une nouvelle forme. Parfois, la véritable transformation nécessite des moments de rupture inconfortables. L'entreprise a commencé à attirer l'attention des médias, pas toujours positive. Certains journalistes ont accusé le PDG de théâtre performatif, de créer un drame inutile pour la publicité. D'autres ont remis en question la durabilité des changements, ou si ce n'était que des réactions temporaires à un scandale. Il a répondu non pas par des défenses, mais par une transparence continue. Il a ouvert les processus de l'entreprise à un examen externe, invité des auditeurs indépendants à évaluer la culture, publié des rapports honnêtes sur les progrès et les échecs. Des années plus tard, lorsque des étudiants en gestion demandaient ce jour-là, il insistait toujours sur la même leçon. Le leadership authentique signifie être prêt à se rendre vulnérable, à admettre ses erreurs, à prioriser les personnes plutôt que le profit lorsque cela est nécessaire. Il parlait de la facilité avec laquelle on perd le contact avec l'humanité lorsque l'on est isolé dans des tours d'ivoire corporatives, entouré de personnes qui sont toujours d'accord avec vous. Il encourageait les leaders émergents à sortir régulièrement de leur zone de confort, à écouter réellement ceux qui n'ont pas de pouvoir, à se rappeler que chaque décision affecte des vies réelles. L'histoire du PDG qui s'est déguisé en sans-abri est devenue légende, partagée lors de conférences et dans les salles de classe. Mais il insistait toujours sur le fait que le point n'était pas le déguisement, ni le drame de la révélation. Le point était de créer des systèmes où les gens n'ont pas besoin de PDG héroïques pour être traités avec une dignité de base. Le point était de construire des cultures où les valeurs ne sont pas seulement des mots sur les murs, mais des pratiques vécues quotidiennement par tous. Il avait appris que le véritable changement ne vient pas d'un moment unique de justice, mais d'un engagement quotidien à mieux faire. Il avait appris que le pouvoir sans empathie est dangereux, que le succès sans intégrité est vide, que la richesse sans responsabilité est destructrice. Et plus important encore, il avait appris que chaque personne, quel que soit son poste, mérite d'être vue, entendue et traitée avec un respect fondamental. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La véritable leçon ici n'est pas d'exposer les hypocrites, mais de choisir chaque jour de traiter chaque personne comme si son humanité comptait, car elle compte.